Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un livre un peu particulier. Ça se présente comme un simple livre de recettes, The Obesity Code Cookbook, mais en fait, en le feuilletant, on s'aperçoit que c'est bien plus que ça. C'est presque un manifeste qui prend une théorie scientifique assez radicale et la traduit en plats très concrets. Et ça bouscule des décennies de conseils diététiques. La mission qu'on se donne aujourd'hui, c'est de décortiquer cet argument central. Et si l'obésité, c'était pas une simple histoire de calories ingérées contre calories dépensées? Et si c'était plutôt une question de déséquilibre hormonal? On va explorer cette idée et voir comment elle se matérialise dans nos assiettes. Absolument. Et pour bien comprendre la démarche, je pense qu'il faut revenir à l'origine. L'auteur, c'est un médecin, un néphrologue. Il a vu pendant des années ses patients diabétiques suivre à la lettre les régimes. Conventionnels, tu sais, faibles en gras, hypocaloriques. Et pourtant, leur état ne s'améliorait pas durablement. C'est cet échec répété sur le terrain qui l'a poussé à se demander si le modèle lui-même, en fait, n'était pas défaillant. C'est ça qui est frappant dans son parcours. Il explique qu'en tant que spécialiste des reins, il est devenu un expert pour traiter les conséquences de l'obésité. Le diabète de type 2, l'insuffisance rénale, les risques d'AVC. La médecine moderne est incroyablement performante pour gérer les symptômes. Mais il a eu ce sentiment qu'on ignorait la cause profonde. Oui, et le livre utilise une analogie qui m'a vraiment marqué. Il compare la situation à, disons, un mécanicien qui verrait une flaque d'huile sous une voiture et qui passerait son temps à éponger le sol encore et encore, sans jamais ouvrir le capot pour réparer la fuite du moteur. C'est une image très parlante. En médecine, on fait un peu ça. On prescrit des médicaments pour le cholestérol, pour la pression artérielle, pour la glycémie. On éponge les complications, quoi. Mais on s'attaque rarement à la fuite initiale, ce qui cause l'obésité. Et cette fuite, justement, selon le livre, elle viendrait d'une erreur de diagnostic fondamentale, notre obsession pour les calories. Il y a cette phrase toute simple qui est au cœur du livre et qui m'a vraiment interpellée. Si votre corps ne compte pas les calories, pourquoi devriez-vous le faire? C'est désarmant de simplicité, mais ça remet absolument tout en question. C'est fou quand on y pense, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous martait depuis des décennies. L'idée que une calorie est une calorie, peu importe son origine. C'est présenté comme la pierre angulaire de la nutrition. Or, le livre argumente que c'est une simplification excessive. Le corps humain, c'est pas une machine. C'est un système biologique d'une complexité folle. Il répond à des informations, à des signaux. Et ces signaux, ils sont hormonaux, pas caloriques. L'exemple qui m'a vraiment fait comprendre ce point, c'est celui-ci. Prenez 100 calories de chou kale et 100 calories de bonbons gélifiés. D'accord. Sur le papier, c'est la même valeur énergétique. Mais personne peut sérieusement prétendre que leur effet sur notre faim, notre énergie ou notre corps est identique. L'un est plein de fibres, de nutriments, l'autre déclenche une cascade de réactions. C'est peut-être pour ça que le fameux conseil «manger moins, bouger plus», martelé depuis 40 ans, coïncide avec une explosion de l'obésité. Le diagnostic était peut-être faux dès le départ? Bon, alors, si on abandonne le modèle des calories, qu'est-ce qu'il remplace? J'ai l'impression que le livre mise tout sur une seule coupable, une hormone bien précise. C'est exactement ça. La thèse, c'est que l'obésité est un dérèglement hormonal. Et l'hormone chef d'orchestre, c'est l'insuline. Son rôle normal, c'est une hormone de stockage. Quand on mange, surtout des glucides, le taux de sucre sanguin augmente, et là, le pancréas libère de l'insuline. C'est le signal qui dit aux cellules, attention, l'énergie arrive, mettez-la de côté pour plus tard. Une partie va dans les muscles et le foie, et tout l'excédent est converti en graisse. Ok, et entre les repas? Entre les repas, quand on mange pas, le niveau d'insuline chute. C'est le signal inverse. Plus d'énergie en vue, il est temps d'aller piocher dans les réserves. Et là, le corps se met à brûler la graisse stockée. Le problème, c'est pas l'insuline en soi, c'est un niveau d'insuline qui reste tout le temps chroniquement élevé. Ça coince le corps en mode stockage permanent. Ça semble très logique, mais c'est une affirmation qui est tellement forte. Est-ce que le livre s'appuie sur des données solides pour convaincre? J'imagine qu'une belle théorie, ça suffit pas. Effectivement. Et c'est un point crucial. L'auteur cite plusieurs études et notamment un essai clinique majeur de 1993 sur le contrôle du diabète. L'expérience était simple, on a donné à un groupe de patients des doses d'insuline plus élevées pour mieux contrôler leur glycémie. Le résultat était sans appel. Ce groupe a pris beaucoup plus de poids que le groupe de contrôle, à peu près 4,5 kg en moyenne. Donc la conclusion du livre est directe. Administrer de l'insuline fait grossir. C'est pas une corrélation, c'est une relation de cause à effet.
L'insuline est le moteur de la prise de poids. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que si l'insuline est le problème, alors la solution, c'est de la contrôler. Et le livre explique qu'il y a deux leviers principaux pour ça. D'un côté, ce que l'on mange, qui va déterminer l'intensité du pic d'insuline après un repas, et de l'autre, quand on le mange, qui va déterminer pendant combien de temps ce taux reste élevé. Et ça, c'est important. Si on prend un peu de recul, on réalise que la quasi-totalité des régimes se focalise uniquement sur le premier levier, le quoi. On nous dit quoi manger, quoi éviter. Mais ils ignorent presque toujours le deuxième levier, le quand. Pour l'auteur, c'est comme essayer de gagner un match en ne jouant qu'avec la moitié de son équipe. C'est pour ça que tant de régimes échouent sur le long terme. D'accord. Alors, explorons cette première moitié du terrain. Que manger pour garder une insuline basse? Le livre propose 5 piliers et certains vont vraiment à contre-courant. Les deux premiers, bon, sont assez attendus, réduire les sucres ajoutés et réduire les céréales raffinées. Mais ensuite, ça devient plus surprenant. Modérer son apport en protéines, augmenter les grasses naturelles et augmenter les fibres et le vinaigre. Je dois avouer que modérer les protéines et augmenter les graisses, ça m'a fait tiquer. C'est normal, ça heurte des décennies de conditionnement. Prenons-les un par un. Pour le sucre, le livre est catégorique. Il est exceptionnellement engraissant. Pas à cause de ses calories, non, mais de sa composition. Le sucre de table, c'est moitié glucose, moitié fructose. Et le fructose est métabolisé quasi exclusivement par le foie, d'une manière qui peut très vite mener à une résistance à l'insuline dans le foie. Et là, c'est un cercle vicieux. Le foie résiste, alors le pancréas produit encore plus d'insuline pour compenser. C'est sans fin. C'est aussi pour ça qu'il faut se méfier des étiquettes, j'imagine. Exactement. L'auteur souligne l'astuce des industriels qui le cachent sous des dizaines de noms suivants. Sirop de glucose fructose, dextrose, maltodextrine, pour qu'ils n'apparaissent pas en tête de liste. Et pour les céréales raffinées, je pense au pain blanc, aux pâtes, mais le livre va plus loin, il me semble. J'ai lu que même certaines farines complètes pouvaient être un problème. Oui, et c'est une nuance cruciale. Le problème, c'est pas tant le blé en soi que les techniques de mouture modernes. Elles produisent une farine d'une finesse extrême. Cette poudre est digérée, absorbée à une vitesse folle. Et ça provoque un pic de glucose sanguin et donc d'insuline presque aussi violent que celui du sucre pur. C'est vraiment la vitesse d'absorption qui est en cause. D'accord. Alors venons-en à ce qui m'a surprise. Modérer les protéines. On nous vante les régimes hyperprotéinés à longueur de journée, pour la minceur, pour le muscle. C'est une nuance importante. Le livre ne dit pas d'arrêter les protéines, attention, mais de les modérer. Contrairement aux graisses, les protéines stimulent bien une réponse insulinique. Certes, moins forte que les glucides, mais elle est bien réelle. Donc, dans un contexte où on cherche à minimiser l'insuline, un régime qui est extrêmement riche en protéines peut être contre-productif. Il s'agit de trouver un juste milieu, quoi. Et à l'inverse, augmenter les graisses. Ça, c'est la révolution copernicienne pour quiconque a grandi dans les années 80 ou 90 avec la guerre contre le gras. Exactement. Là, la logique est très simple. Les graisses naturelles, l'huile d'olive, les avocats, les noix, le beurre, même le gras animal ne stimulent pratiquement pas l'insuline. Elles sont donc le macronutriment sûr de ce modèle. Elles apportent de l'énergie, de la satiété, sans déclencher le signal de stockage. On parle bien sûr des graisses saines, non transformées, pas des graisses trans-industrielles. Et pour finir sur ce point, les alliés, les fibres et le vinaigre, quel est leur rôle? Eux, ce sont des modérateurs. Les fibres, qu'on trouve dans les légumes, ralentissent la digestion et l'absorption des glucides. Du coup, ça lisse la courbe de glycémie et donc le pic d'insuline. Le vinaigre, lui, a démontré sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est un ajout simple, un petit hack biologique en quelque sorte. C'est fascinant de voir à quel point la composition de l'assiette est décortiquée. Mais comme on l'a dit, ce n'est que la moitié de l'équation. Apparemment, le timing de nos repas serait tout aussi, voire plus crucial. C'est l'autre pilier, le jeûne intermittent. L'idée, c'est que pour briser le cycle de l'insuline chroniquement élevée, il ne suffit pas de manger des aliments qui la stimulent peu, il faut aussi accorder au corps de longues périodes où elle peut enfin redescendre à son niveau de base et surtout y rester. C'est pendant ces périodes que le corps peut enfin inverser l'interrupteur et passer en mode déstockage, en mode brûlage de graisse. Je sens déjà venir les objections, les mêmes que j'ai eues en lisant. Jeûner, mais c'est dangereux, on va perdre du muscle, on va être fatigué, on va mettre son corps en mode famine. Oui, et le livre consacre beaucoup de temps à déconstruire ces mythes. Il établit une distinction fondamentale entre le jeûne, qui est une abstinence volontaire contrôlée,
Et la famine, qui est une privation involontaire subie. Notre corps est physiologiquement conçu pour jeûner. C'est un simple changement de carburant. Au lieu de brûler le glucose du dernier repas, il se tourne vers ses immenses réserves de graisse. Quant à la perte musculaire, les études montrent que le corps préserve la masse maigre de façon très efficace. Il ne commence à l'utiliser qu'à des niveaux de graisse corporelle extrêmement bas, en dessous de 4%. Et pour la fatigue? C'est contre-intuitif, mais le livre dit même le contraire. Oui, pendant le jeûne, le corps augmente la production d'hormones comme l'adrénaline. C'est un vieil héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Quand la nourriture se faisait rare, il fallait être alerte et plein d'énergie pour la trouver. Beaucoup de gens rapportent une clarté mentale et un regain d'énergie une fois la période d'adaptation passée. Et en pratique, ça donne quoi? En pratique, ça se traduit par des protocoles très accessibles. Le plus populaire, c'est le 16-8. On concentre toute son alimentation sur une fenêtre de 8 heures, par exemple de midi à 20 heures. Et on jeûne les 16 heures restantes. Une autre approche, c'est le jeûne de 24 heures, une ou deux fois par semaine. Par exemple, on saute le dîner un soir et on ne remange qu'au dîner du lendemain. L'objectif, c'est toujours le même, créer une vraie pause hormonale. Tout ça a l'air cohérent en théorie, mais qu'est-ce que ça donne dans l'assiette concrètement? C'est là que le livre de cuisine devient essentiel. J'ai relevé quelques recettes qui incarnent vraiment cette philosophie. Par exemple, des crêpes à la noix de coco qui remplacent la farine de blé par de la farine de coco, très riche en fibres et pauvre en glucides. C'est l'exemple type de la substitution intelligente. On remplace un ingrédient à forte réponse insulinique par un autre à faible réponse. C'est le principe de base, voilà. Exactement. Il y a aussi le plat méditerranéen de poulet et légumes à la plaque. C'est tout simple, des morceaux de poulet avec la peau, plein de légumes comme des poivrons, des courgettes, le tout généreusement arrosé d'huile d'olive et rôti au four. On a les protéines modérées, les fibres des légumes et beaucoup de bonne graisse. C'est un repas complet qui coche toutes les cases. Et là, on voit bien comment ça va à l'encontre du dogme du faible en gras. On garde la peau du poulet, on n'a pas peur de l'huile, on célèbre les aliments complets, naturels et qui rassasient. Mon exemple préféré, et celui qui m'a vraiment fait lever un sourcil en lisant, c'est la salade de roquettes figues et noix avec vinaigrette au bacon. Non seulement il y a du bacon dans la salade, mais la recette vous dit explicitement de récupérer le gras de cuisson du bacon pour en faire la base de la vinaigrette. Ça semble tellement décadent, presque interdit, et pourtant, dans la logique hormonale, c'est parfaitement cohérent. C'est une excellente illustration. Dans cette seule salade, vous combinez plusieurs principes. Les graisses naturelles du bacon et des noix, les fibres de la roquette et très probablement du vinaigre dans la vinaigrette. C'est une application directe et savoureuse de toute la théorie. Le gras n'est plus l'ennemi. Il devient un allié pour la saveur et pour la régulation hormonale. Thé n'est pas une fatalité calorique, c'est un problème hormonal dont le principal responsable est l'insuline. Et la solution, c'est pas de s'affamer, c'est d'agir sur deux fronts. Choisir des aliments qui calment cette hormone, donc moins de sucre et de raffinés, plus de bonnes graisses et de fibres, et réintroduire des périodes de pause alimentaire, le jeûne, pour laisser notre système se réinitialiser. Tout à fait. Et pour ouvrir la réflexion, le livre nous laisse avec une pensée un peu plus profonde. Il nous rappelle que le rythme de vie de l'humanité, ça n'a jamais été 3 repas par jour, plus des collations. Ça a toujours été un cycle, une alternance entre des périodes de festin, quand la nourriture était abondante, et des périodes de jeûne, quand elle l'était moins. Cette pulsation, elle est peut-être inscrite au plus profond de notre biologie. Alors, la question qu'on peut se poser est plus large que la simple alimentation. Que se passerait-il si on réintroduisait consciemment ce rythme ancien, cette intermittence dans d'autres aspects de nos vies modernes qui sont devenues si linéaires, si constantes? C'est une invitation à réfléchir à notre rapport au temps, au repos et à la consommation en général.